Syndrome de l'imposteur, peur de l'échec, manque de confiance en soi, quels sont nos freins psychologiques qui peuvent nous empêcher de nous lancer en libéral? Quels freins peuvent persister et quelles conséquences ça peut avoir sur nos vies personnelles et nos vies professionnelles et surtout comment les dépasser? Bienvenue dans Entre Diètes, le podcast préféré des diététiciens. Je suis Florian et comme à chaque fois, je suis accompagné de Garance. Garance, dis-moi comment tu vas? Hello Florian, ça va bien et toi? Ça va super. On va parler de plein de choses en plus aujourd'hui, on vous a préparé plein de trucs. Le premier point, ça va être de parler du syndrome de l'imposteur et des peurs qu'on peut avoir pour se lancer en libéral. On vous a préparé plusieurs points sur lesquels on va revenir petit à petit pour vous faire part de notre parcours et aussi vous aider à peut-être dépasser vos freins à vous. On va continuer ensuite sur le SAV du diète. On a sélectionné une question qu'on a eue sur l'épisode précédent et on va essayer de vous raconter aussi certaines choses et encore une fois vous donner des tips pour vous. Et on terminera par nos recommandations. On parle du coup du syndrome de l'imposteur et des peurs du libéral. Et première chose qu'on va faire, on va vous raconter un peu nos premières fois, donc nos peurs. On va vous raconter un peu comment ça s'est passé pour à la fois vous faire part de notre parcours et peut-être vous donner des tips pour vous aider, vous, à mieux le vivre si vous n'êtes pas lancé ou même si vous êtes en pendant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, clairement. Carrément. Carrément, toi Florian, c'est toi qui t'es lancé en premier de nous deux. Donc c'était quoi tes Ouais. peurs à toi avant de te lancer? Qu'est-ce qui s'est confirmé ou pas? Hem, du coup, nous, avec Garance, on était diplômés en 2018 et j'ai commencé le libéral en 2019 et ce que je me souviens vraiment, bien, c'est ma première consultation. Mmh. Surtout, que je sais que j'ai ouvert mon Doctolib genre un samedi soir, mais en me disant: «Je suis tranquille au moins pendant quelques semaines, j'aurai sûrement pas de rendez-vous de suite ou quoi». Donc j'avais pas de trame de consultation de préparée, j'avais, aucun document, j'avais rien. Vraiment, je partais de Yes. zéro. Et je me souviens que c'était, dimanche soir, quelque chose comme ça. J'étais, avec des amis, et du coup, pas du tout à la maison, pas du tout dans des dispositions de travail, quoi. Et je reçois la notification sur mon téléphone de Doctolib, nouvelle consultation lundi X, je sais pas quel mois, ça devait être avril, je crois. Lundi X avril à 9 heures consultation. Donc c'était dimanche soir. Me voilà rentré, chez moi, à partir de moments avec mes potes pour aller préparer des trames de consultation très bancales, des vieux, un peu fichiers Word, mais où il y avait rien, quoi. C'était vraiment un truc sans filet. Donc la première consultation, en fait, je me suis retrouvé un peu «dos au mur» entre guillemets, quoi. C'est que dans tous les cas, c'était demain 9 heures, fallait y aller. Donc par contre, c'était beaucoup de stress et sur toutes les premières consultations, c'était quand même, beaucoup de stress au début. J'avais peur de que ce soit un sujet de consultation que je maîtrise pas du tout. En plus, à cette époque, il y avait pas les questionnaires pré-consultation et tout ça, donc on savait très peu les sujets qui allaient être abordés, quoi. Donc en vrai, sur ça, un peu compliqué. Donc j'ai été vraiment lâché d'un coup, sachant que j'avais jamais fait de libéral, même en stage ou quoi, hein. Donc vraiment, j'avais fait que de l'hospitalier, que du soin de suite et tout ça. Donc de 0. Et par contre, pour les peurs de manière générale, j'étais assez serein parce qu'en fait, j'essayais quelque chose. J'avais pas trop de choses engageant. On me prêtait un cabinet, donc ça m'avait beaucoup aidé à l'époque. Donc j'avais pas de loyer, j'avais juste le Doctolib. En plus, Doctolib, en 2018, ça coûtait un peu moins cher. Donc c'était moins engageant, on va dire. Et au début, c'était en tout cas de ce que je m'en souviens, c'était il y a 8 ans, donc peut-être que je l'ai un peu éludé avec le temps. Mais moi, je dirais que par contre, le stress et la peur sont vraiment venus plutôt dans un second temps. Remplir son cabinet, en vivre, le côté, sans filet. En plus, moi, je sais que j'ai commencé, j'avais, Tu étais pas 0 un mixte, argent toi? de côté. De Et quoi? tu étais pas un mixte, tu avais pas un CDI à côté, je me Non. rappelle plus, non, hein? Non, Mmh. c'était, après le diplôme, j'avais eu 6 mois un peu de flou clairement, où je Ouais. postulais à des postes et tout, mais ça matchait pas, c'était assez bouché. Donc non, en fait, le libéral, c'est un peu venu en conclusion de ça, je trouve pas de poste d'une part qui m'anime et qui me plaît et en plus, il y a rien qui match quoi. Donc ouais, sur ça, non, c'était un peu, on teste
Mais par contre, une fois que j'ai testé, je me suis dit: «Ouais, ça, c'est cool et c'est ça que je veux faire» et c'est après que j'ai pris un mi-temps en parallèle du libéral, le temps que ça se lance. Donc voilà, donc le stress, il est plus venu sur les années d'après. Il y a toujours un peu de stress, hein. On reste pas sur quelque chose, on n'est pas salarié, donc il y a quand même tout le stress de l'entrepreneuriat, autour. Ouais, Donc carrément. voilà pour moi. Mmh. Et toi, Garance, du coup, comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu. Bah, moi, très différent de toi, enfin, tu te rappelles bien, hein, on se parlait pas mal à cette époque-là parce que je t'avais posé plein de questions. Moi, c'était c'était quand même différent parce que j'étais en activité mixte. Donc, j'ai commencé par travailler en libéral que les samedis, et à côté, j'avais mon poste de salarié. Mais je dirais que si on reste sur la question des peurs, vraiment ma plus grande peur, c'était la peur de l'échec. Alors ça peut paraître un peu bateau ou même un peu prétentieux du coup, mais j'avais jamais vraiment échoué à quelque chose. J'ai toujours eu directement mon bac, mon permis, le BTS. Après le BTS, j'ai toujours trouvé des postes de diète assez facilement, CDD, CDI et cetera. Et là, je dirais que c'est vraiment la première fois, aussi quand j'ai passé le DU MAPS, de micronutrition à Paris Descartes, donc c'est la deuxième fois, où vraiment j'ai cru que j'allais pas réussir ou en tout cas il y avait ce sentiment, cette peur de l'échec et ça m'a immobilisée. Tu te rappelles bien, j'arrivais pas à quitter, 1 jour de plus de mon travail en salarié, j'avais tellement peur, enfin, la peur m'a immobilisée et je dirais que c'est vraiment celle-ci, alors il y en a plein d'autres bien sûr, mais c'est celle-ci qui ressort le plus, je dirais et tu vois, je dirais que ce qui peut persister le plus parce que la peur de l'échec, c'est OK maintenant pour moi, en tout cas sur ce point-là, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur. Donc ça, je pense, c'est un gros sujet, je sais pas ce que tu en penses? Ouais, c'est quelque chose qui persiste et je pense, à part gros, gros travail de notre côté, c'est quelque chose qui restera. C'est compliqué de se sentir en pleine confiance et on va essayer de vous donner des points justement pour répondre à ça. Comment affronter ça? On va le voir en 4 étapes et je te laisse Garance nous présenter la première du coup. Ouais, très bien, merci Florian. C'est vraiment quelque chose sur lequel, personnellement, j'ai pas mal travaillé, mais ça, c'est souvent, tu sais, Florian, quand on a un niveau d'exigence très élevé, on a ce Ouais. schéma-là où, faut absolument qu'on réponde à toutes les demandes, qu'on soit parfait, qu'on sache tout. Or, on a choisi un domaine où on ne peut pas tout savoir par définition et où les choses évoluent en permanence. Donc en fait, c'est vraiment une chimère de penser que, on va pouvoir, tout savoir, répondre à tout et ça nous met en échec. Donc ça peut diminuer notre sentiment d'efficacité personnelle et cetera. Et je pense que le premier point, si on devait le mettre comme un petit commandement, c'est on ne sait et on ne saura jamais tout. C'est tu vois, déjà l'accepter, c'est avoir de l'humilité, en fait et de se dire: «Bah, voilà», comme on apprend comme un prof d'histoire géo, moi je respectais beaucoup mon prof d'histoire géo qui disait: «Bah, là je sais pas, je vais chercher». Bah, justement, j'avais beaucoup de respect pour lui, tu vois, à ce niveau-là. Et ouais, bien sûr. Et puis je pense aussi qu'il y a la pression qu'on se met. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses entendues par les patients, des croyances aussi Mmh. qu'on a pour rôle de déconstruire. Et quand on a un patient en face de nous qui a des croyances, nous, notre boulot, c'est du coup de les convaincre d'une certaine manière. Donc il y a le fond, mais il y a la forme. Il faut savoir aussi créer un discours qui est, auquel les patients adhèrent, l'alliance thérapeutique, qui nous fasse plus confiance en gros que quelqu'un qu'ils ont vu sur Instagram qui avait peut-être beaucoup d'assurance et qui dans la forme du coup les a beaucoup convaincus. Et je pense que ça nourrit aussi beaucoup le syndrome de l'imposteur et donc c'est OK de dire qu'on ne sait pas et c'est aussi OK de comprendre que parfois les exigences pardon, Il est dur à dire. des patients sont fortes, quoi. Il y en a beaucoup qui sont aussi en grosse errance thérapeutique et là, vous êtes ma dernière chance, en gros, on l'a beaucoup entendu et je pense que ça met aussi beaucoup de pression, quoi. Mmh. Carrément et c'est là où c'est important d'être OK avec soi et de ne pas justement chercher à être ultra performant et du moment où on suit la devise, primum non nocere, c'est-à-dire vraiment premièrement ne pas nuire d'Hippocrate, on peut pas être dans le faux. C'est-à-dire du moment où on fait de l'éducation Mmh. thérapeutique, tu parlais de méthode. Moi j'adore utiliser l'éducation thérapeutique du patient, où on l'apprend, on est pédagogue. Moi j'ai des patients aussi qui sont très en demande d'études scientifiques, donc je leur donne enfin, tu vois? C'est vraiment répondre à la demande en fonction. Bien En sûr. fait, on peut pas faire de mal. Du moment où on reste droit dans nos bottes et qu'on suit cette devise. Mais c'est du travail sur soi avant, je pense. Ouais, bien sûr et c'est aussi, comprendre que parfois ça marchera pas et voilà, quoi. Parfois on a le droit de se tromper et de ne pas y arriver aussi, hein. Mmh. Ou alors ça ne dépend pas de nous. Enfin, Oui, c'est tu sais, ça. regarde, On n'a tu pas reprends toutes les les clés troubles en main. voilà, tu reprends les troubles du transit, oui, on peut faire beaucoup. Après, il y a des Mmh. choses qu'on sait pas, qu'on gère pas. Voilà, c'est aussi ne pas se mettre en position du sauveur.
Ouais, exactement et de pas vouloir, travailler sur tout en même temps. Il y a des choses, c'est pas dans nos mains et parfois les patients vont être dans des situations d'échec, Mmh. parce qu'ils ont on n'a peut-être pas donné les bons outils, parce que c'est sur une psy qu'il faut se tourner, c'est un gastro-entérologue qu'il faut aller voir. Je reprends l'exemple du coup des des troubles digestifs, mais oui, oui, effectivement, il faut savoir aussi déléguer, conseiller et qu'on prenne pas toute la pression sur nos épaules, hein. Normalement, on est sur du travail pluridisciplinaire quoi, donc mmh. Carrément. Donc franchement, si on restructure ce point, comment on peut travailler dessus? Bien déjà en travaillant soi-même sur le fait, de l'exigence élevée, on va pas y arriver avec ce mot, hein. Ouais, c'est une c'est il nous fait galérer tout l'épisode là, c'est parfait. Galérer. Donc voilà, de vraiment se poser de ce niveau-là, de rester sur des choses basiques, simples et d'accepter du coup qu'on ne saura pas tout, mais également de travailler en pluridisciplinarité. Ce qui permet d'être beaucoup plus complet et d'avoir un panel de compétences plus élevé. Ouais, Psychologue, gastro, généraliste, kiné, ostéo et cetera. Ce que tous les 2 on fait beaucoup finalement. ouais, exactement. OK, parfait pour ce premier point. On est d'accord là-dessus. Yes. Le deuxième point, ça va être aussi de se spécialiser, de trouver sa niche et peut-être devenir aussi un peu plus expert sur un sujet parce que en étant expert aussi, on a plus d'assurance, on est plus sûr de soi, on sait peut-être mieux faire. Qu'est-ce que tu penses de ce côté se spécialiser toi, Garance? Pour moi, c'est la base, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire, et je pense que ça, on fera un épisode sur ce sujet-là, sur, la niche et cetera, parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais à mon sens, on est beaucoup de diététiciens, beaucoup de diététiciennes. Bien sûr, on sait tous que, beaucoup de patients et de patientes viennent pour la perte de poids. D'ailleurs, dans un dîner, on dit qu'on est diète, de suite, on nous parle de la perte de poids. Mais en fait, si on veut avoir une patientèle, qui reste et aussi si justement on rebondit sur le premier, on ne sait, on ne saura jamais tout. Si on touche Mmh, à tout, on ne pourra pas être expert dans un domaine, donc on ne sera pas suffisamment performant. L'idée, c'est d'avoir une niche déjà pour regrouper, bah, du coup, un nombre de patients, mais aussi pour éviter de s'épuiser. Tu disais tout à l'heure, ne pas savoir le motif et cetera. Si on a ouais. 50 motifs différents, des enfants, des personnes âgées, des femmes enceintes, des gens qui ont des troubles de transit, des sportifs, va après te créer des documents, faire des recherches scientifiques et de toute Ça façon tu décuple seras le travail, hein, du coup, hein. Tout est fois, le nombre de niches que tu as choisi. Après je pense que tu peux avoir plusieurs niches aussi. comme Tu vois, nous. nous, c'est un peu notre cas. On a santé féminine, troubles du comportement alimentaire. Moi, j'ai un peu plus de sportif aussi, toi aussi, quoique. Et troubles du Hem, transit. troubles du transit, oui, voilà. Mais c'est vrai que, moi, par exemple, je prends pas du tout d'enfants Ah moi non plus. et je pense que je le Rarement. ferai pas. Mmh. À part peut-être si je me reforme, un peu plus sur tout ce qui est, femme enceinte, diversification, donc peut-être plus des bébés que des enfants, quoi. Hem, mais ouais, je pense que c'est on peut avoir plusieurs niches pour pas se dire: «C'est ça ou rien», quoi, mais et dans tous les cas, on aura forcément un peu de perte de poids, on aura forcément, Toujours. heu, une hypertension qui va arriver parce que, le médecin est à cô dans la rue d'à côté, du coup, il a pris le premier diète qui passait. Ça, forcément, à part si on coupe tout sur Doctolib, mais je pense que c'est bien, ouais, justement d'avoir un peu ces domaines de compétences et de le savoir et c'est hyper rassurant, quoi. Quand tu as, dans ta semaine 15 nouveaux patients et que tu sais que c'est, pour nous de l'endométriose, du SOPK, de la ménopause, beh, c'est clair que c'est aussi rassurant, quoi. On sait où on va, quoi. Carrément et Mmh, puis, en fait, on se forme tout le temps, on lit plein d'articles dessus, des bouquins et cetera et du coup, on est performant ouais et on prend confiance. Donc et se actuel. spécialiser, c'est la base aussi. Ouais. Se spécialiser, donc je fais une transition sur la suite, se former, Ouais, mais avec des limites. Se former, mais pas trop. 3e point. Ouais. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses toi justement par rapport à ce point-là, sur la formation? Parce que c'est un sujet, on est d'accord, on peut pas être diète et ne pas se former. Formation en continu pour moi, c'est, le must have, c'est clair, c'est hyper Mmh, important, mais il faut y aller aussi à un moment donné. C'est que parfois, ceux qui veulent trop se former, ils fuient quelque chose aussi. C'est: «J'ai peur, syndrome de l'imposteur, je me forme et quand j'aurai fait cette formation, là, je serai au là je niveau». le ferai. Mmh. C'est un peu ça et c'est Florian Safer qui nous a dit ça là dans la dernière formation que j'ai suivie avec lui, que, bah, lui, Florian Safer du coup pour ceux qui savent pas, il a le centre de formation, psychodiététique CFDC et diététique comportementale pardon et il disait, bah: «Tous ceux qui font trop de formations, chez nous, je leur dis parfois, bah, c'est un peu trop». Il a peut-être pas dit exactement comme ça, mais à un moment donné, il faut mettre les mains dans le cambouis, quoi. C'est qu'à vouloir faire trop de formations, c'est que peut-être, il faut pratiquer aussi à côté. Donc il faut faire les 2 et
et c'est aussi important d'avoir des retours terrain, quoi, parce qu'il y a des choses, informations qui sont vraies, mais qui vont être plus dures à mettre en place chez certains patients. Mmh. Du coup, c'est bien aussi d'avoir de ces expériences-là pour créer ses propres process à soi. C'est vrai que parfois, on attend un peu d'une formation qu'on ait, la trame, globale de notre prochaine consultation. On fait une formation sur la nutrition et l'endométriose, on attend à ce qu'on ait tous les tips et que tout soit mis en place dès notre prochaine première consultation endométriose, OK. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc se former, mais pas trop. Mmh et pratiquer de suite derrière. En fait, si on veut beaucoup se former, et qu'on a le temps, OK, mais derrière, par contre, on Il faut pratique faire. Ouais. et moi, j'ai rencontré beaucoup de monde comme ça, dans les formations, qui font toutes, mais qui saignent toutes les formations possibles de la terre de cette structure, mais qui derrière ne mettent pas en place par peur et ça revient au début, hein, la peur de ne pas savoir et cetera. Sauf qu'en fait, quand on apprend comme ça, on a une formation de 2 heures, 3 heures, une journée. Si on met pas en pratique derrière, dans 3 mois la formation et encore 3 mois, je suis sympa, je pense, bah, on l'a plus. Enfin, je sais que j'ai pas attendu et à chaque fois, bah, j'attendais qu'il y ait un patient où il y ait ce sujet-là et j'allais retaffer la formation et du coup, Mmh. c'est comme ça que c'est rentré et c'est comme ça Ouais. qu'on crée des process, tu Ouais vois? et puis en discutant aussi avec vos collègues, hein. Je sais que nous, avec Ouais, Garance, quand on se voit, on parle beaucoup. Là, on s'est vu la semaine dernière, on a parlé endométriose pendant 2 heures et toi, tu fais ça, du coup? Ah ouais, mais moi, je fais plutôt ça. Oui, mais essaye ça parce que du coup, ça répond à ouais, cette question. Ah ouais, c'est vrai et c'est vrai que, bah, on s'est vu la semaine dernière, Garance, on a parlé beaucoup, endo et c'est vrai que sur les patientes que j'ai eues dans la semaine après, j'ai changé plein de petits trucs et j'ai testé des nouvelles choses et c'est cool. Ça et puis même, ça te permet de sortir de la routine aussi, hein. Mmh. Donc il y a la formation, mais aussi, discuter avec ses collègues, carrément. c'est cool, hein. Ouais, c'est bien aussi. OK. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce point ou on peut passer au quatrième point? Non, on peut passer au quatrième point parce On peut que enfin, passer on au pourrait quatrième. toujours dire plus de choses, mais sinon on va faire un podcast de 3 heures, c'est pas le Ouais, but. ouais. Oui, en plus, on s'est mis un challenge avec Garance, c'est de faire moins d'une heure à chaque épisode, donc on va passer aller au point numéro 4. Yes. Donc point numéro 4, vas-y Flo. Du coup, c'est parler de, partir sur du concret. Parce qu'on revient justement, on rappelle le sujet de l'épisode du podcast, c'est la peur du début en libéral et le syndrome de l'imposteur, en gros. Et partir sur du concret, je trouve que ça permet d'éloigner les peurs. Le mot peur en consultation, moi je l'explique beaucoup comme PEUR, une perception erronée d'une réalité. C'est-à-dire que c'est une possibilité, un scénario, mais la peur de ce scénario n'est pas forcément ce qui va se passer. Et je trouve qu'il y a beaucoup de peurs qui viennent du fait qu'on manque de concret. Les chiffres, et cetera, il y a des choses qui, parfois, aident beaucoup. Et pour moi, il y a 2 points, c'est calculer et accepter. Calculer ce que tu as besoin, par exemple, ça peut être de combien de consultations par semaine tu as besoin pour, bien vivre, Mmh en mh. pro et en perso. Donc peut-être déjà, si c'est pas fait, est-ce que tu sais combien te coûte ton cabinet tous les mois? Ça, si tu as pas la réponse à cette question, tu mets pause et tu fais l'exercice. Combien tu as besoin en perso? Ton loyer, l'électricité, les courses et cetera. En plus, bon, on est en 2025, donc tout coûte cher, quoi, donc Mmh mh. calculer et savoir. Si en gros, tu as besoin de 1 800 € net par mois pour bien vivre, dans ton quotidien, OK. Bah, du coup, combien de consultations ça fait? Tu peux multiplier par 2 en chiffre d'affaires quasiment. Alors c'est le 50-50, c'est pas forcément une bonne idée, mais voilà, tu peux aller un peu sur ce côté-là et si tu sais qu'il te faut 3 600 € de chiffre d'affaires, avec un panier moyen à, 60 €, tu sais qu'il faut faire, hem, Et là, tu t'es 60 lancé dans un consultes, truc là. 60 consultations par mois, donc 15 consultations par semaine et là, se dire: «OK, l'objectif de 15 consultations par semaine, qu'est-ce que je dois faire pour les atteindre?» Ben, je vais prospecter, je vais faire ci, je vais faire ça et cetera. Et Mmh. dans tout ça, ne pas s'oublier, et c'est là où je voulais parler d'accepter, c'est accepter aussi la charge de travail que tu peux accueillir, la charge mentale que tu peux accueillir. Là, je vais donner un petit truc perso. Là, ça va faire 1 an, je pense, que je travaille beaucoup sur mon emploi du temps, comment le restructurer, comment le recadrer, les temps de consultation et tout ça. J'ai changé beaucoup de choses là ces derniers mois. On a beaucoup discuté aussi avec Garance. On discute beaucoup de ça aussi, hein. Mmh mh, Ouais mmh. et du coup, là, maintenant, je fais maximum 7 consultations dans une journée, pas plus. Parce qu'en fait, se retrouver à faire des 13-14, moi, je n'en peux plus, hein. Enfin, les 3 dernières, c'est un mode pilote automatique, c'est souvent des mauvaises consultations, du coup, c'est pas OK, quoi et je sais que moi, là, je peux plus faire plus de 7, donc j'ai organisé mes 5 jours de la semaine avec des temporalités différentes pour ouvrir un maximum de créneaux
en termes de dispo, mais j'ai 35 créneaux par semaine. Ils se remplissent ou ils se remplissent pas, après ça va dépendre, mais je sais que j'en fais pas plus de 7 par jour et ça, c'est apaisant, quoi. C'est hyper apaisant parce Ouais, que les journées rien qu'une semaine où je vais en faire 5 mardi, 5 mercredi, 6 jeudi et 12 vendredi. Oh là, c'est lundi, je vois ma semaine, j'ai la flemme déjà. J'ai pas envie. ouais. Parce que le 12, je sais qu'il va me pomper une énergie et que je vais mettre un week-end à m'en remettre, quoi. Donc, calculer et accepter. Je pense que ça peut être le dernier bon conseil sur ça. Qu'est-ce que ça t'évoque là, tout ce que je viens de dire, Garance, si tu veux rebondir dessus? Ah bah, tu sais très bien, enfin, en parlant, tu me voyais sourire. Tu sais très bien que moi, ça a été mon problème du début, ça. C'est-à-dire, de se lancer, de pas trop regarder, d'avoir peur de pas avoir assez, donc de tout accepter, donc de se faire déborder et donc d'être en épuisement. Je pense que c'est aussi le risque en libéral, c'est-à-dire qu'on a tellement peur de pas y arriver, de pas avoir assez de patience que quand ça arrive, bah, on peut vite se laisser déborder. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et comme toi, je suis en train beaucoup de retravailler sur mon organisation. J'ai suivi des formations sur ça, enfin, vraiment Mmh, j'y bosse parce qu'en fait, c'est pas évident de tout mettre, plus nous, bah, voilà, on a l'académie nutrition, enfin, souvent en libéral, on oui, a plein de projets à côté et donc en fait, comme tu dis, si on veut être clair avec soi-même et avec aussi derrière, bah, le nerf de la guerre qui est les finances et pas être en difficulté non plus, bah, c'est de gérer tout ça et pareil, tu vois tes charges qui augmentent avec les prix qui augmentent, tu vois que tu t'es formé tant dans l'année, tu montes les prix de tes consultes, tu vois? Donc ça permet aussi de réévaluer tout ça, et du coup je te rejoins complètement et c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place parce que tu m'y as encouragée, tu vois? et Donc je rajouterais un petit truc sur ça. Ça pourrait faire, l'objet d'un truc entier, mais je pense qu'en 2025, on vend plus du temps, on vend une prestation. ouais, C'est pas, je vais pas mettre, 70 € une consulte de 30 minutes, quoi. Ça, c'est impossible. 30 minutes, 70 €. Ça, je pense que, ça peut être le frein de beaucoup et je pense que ça l'a été, beaucoup. tellement. Mmh mh. C'est aussi il y a les 30 minutes de consultation, mais dans ce cas-là, incluez tout. Les 5 minutes que ça vous a pris d'envoyer le questionnaire pré-consultation, les 10 minutes que vous avez pris à analyser ce questionnaire pré-consultation, les 10 minutes où vous allez faire le compte rendu, le plan alimentaire, les documents, peu importe comment vous travaillez, les 5 minutes aussi où vous allez préparer le rendez-vous suivant. Tout ça, Ouais, c'est une prestation complète. Les 10 minutes, que va vous prendre de répondre à 2 questions du patient dans le mois entre 2 consultations, tout ça, ça prend du temps et je pense que de le voir comme une prestation complète, de vendre un service et pas du temps, je pense que ça aiderait beaucoup, à beaucoup de personnes de penser de cette manière. ouais, complètement. Si, tout ce que tu as à dire et toutes, tes compétences de diète, tu les fais rentrer en 30 minutes, ça vaut plus cher, que, quelqu'un de pas compétent, qui est pas formé, Mmh, qui met pas d'outils à disposition et qui prend 2 heures de consulte. bien Moi, je sûr. préfère gagner mon temps et avoir 30 à 40 minutes d'un bon praticien de santé, plutôt que d'avoir du temps pour rien. Et puis je pense que faire plus d'une heure de consultation, hors le côté, entrepreneuriat et la valorisation du temps, je suis pas sûr que pour les patients ce soit aussi très pertinent parce que leur attention sur une heure déjà c'est Mmh mh. chaud. Alors une Ouais, heure 15, 1h20, 1h30 voire plus. Je pense que c'est aussi, dans l'alliance thérapeutique et dans le transmettre, c'est compliqué parce que je suis pas sûr qu'ils et c'est pas pour, dire les patients ne sont pas capables de ça. Nous, c'est pareil. mais Moi, tout je me être verrais humain. pas faire une consultation d'une heure et demie avec ma psy. Enfin, à un Mmh moment mh. donné, tu es épuisé, tu plus rien, c'est compliqué, quoi. Mmh, Donc ouais, donc carrément. Donc la peur, mais j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, hein, sur le PER. ouais. Et je suis d'accord, en fait, c'est vraiment le mot à retenir, c'est rationaliser les choses et poser des Mmh, chiffres et poser des ça aide. stratégies, plutôt que de tout faire, un peu en aléatoire, et personnellement, je peux vraiment en parler parce que c'est ce que j'ai fait au début, Ouais. donc Bon, carrément. beh, très bien. Très bien. OK. On va conclure ces 4 points Yes. et je vais te demander, Garance, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais en quelques mots à quelqu'un qui se lance demain en libéral? Mmh. Bah, ce que je pourrais conseiller justement, ça va être, bah, sans parler des 4 points qu'on a pris, Mmh, qu'on a mis en compte, hein, qu'on a mis en place, mais c'est de parler à d'autres diètes. Je conseillerais vraiment de discuter avec d'autres diètes, de rencontrer d'autres, ça peut être en formation ou autre, pour échanger sur leurs pratiques. Pas une question de piquer des idées, mais c'est juste de comprendre comment les autres structurent et moi, je sais que ce qui m'a énormément aidée, c'est de te parler à toi, c'est parler à Vanessa Gouillot, la diététicienne, qui m'a vraiment formée dans l'endométriose que j'avais remplacée et de parler à tous ces diètes qui étaient déjà installées avant moi m'a énormément rassurée
et m'a un peu coachée et donné tous ces conseils-là. Donc ce serait vraiment, me rapprocher d'une communauté de diète, enfin, vraiment Ouais, discuter avec d'autres diététiciens. Et toi? OK. Je pense que, la patience, ça peut être un bon conseil, de prendre le temps parce que c'est compliqué que ça fonctionne, dès le deuxième mois. J'en dis pas trop sur ça parce que ça va être l'objet de la suite de cet épisode. Hem, Se libérer du temps aussi pour sa santé mentale, pour faire d'autres choses, pas que de Ouais, la consultation, pour prospecter, pour, se former et cetera. Et de ce fait, investir aussi, investir dans des outils, Doctolib, Alivio, Mon Suivi Diète, du temps sur soi, d'investir sur soi, de la formation, que ce soit diète ou pas, hein. Ça peut être la formation en organisation, ça peut être, la formation pour, s'installer en libéral aussi qui peut vous faire gagner du temps, des choses comme ça. Et je pense que, si on conclut encore plus sur, un peu une to-do list pour se lancer de manière un peu plus sereine, Hem, je pense qu'il y a des choses aussi qui vont être un peu, transversales sur plusieurs consultations, dans le sens où que vous ayez, une femme enceinte, que vous ayez une patiente, qui a des troubles digestifs ou quoi, il y a souvent de la psychocomportementale qui arrive. Donc je pense que se former en diététique, psychocomportementale, ça peut être vraiment chouette pour se lancer de manière plus sereine, justement pour avoir des outils aussi, pour y aller plus sereinement. Trouver une niche, on l'a dit, aussi, pour être plus expert et tout ça, mais ça va être le sujet même du l'épisode prochain normalement. de tous nos pod Hem, tous les podcasts, en fait, on va aborder, ouais, et tout ça, en je fait. pense que ça va revenir plusieurs fois. Mmh. Se former, ça clairement on l'a dit, hein, plus vous formez, plus vous allez être serein, mais il faut pas aller dans le trop. Nous, c'est pour ça qu'on a créé l'académie avec des formations efficaces, courtes aussi, hein. Vraiment un truc de diète, par les diètes, pour les diètes, quoi. Vraiment qu'on soit sur Mmh. ça, pur et dur. Et et après rester sur du concret aussi. Faire une analyse de marché, voir combien il y a de diètes autour de vous, voir quelles sont les pratiques, qu'ils font, les prix aussi pour, peut-être donner un peu, un état des lieux, on va dire, de la pratique de diététicien autour de vous, de bien prendre le bon temps pour les consultations, de bien calculer ses charges. Je pense que là, on a déjà une to-do list qui est pas mal, quoi. Ouais, carrément. Mmh. Prenez des notes. Ouais, c'est ça. Prenez des notes, faites l'exercice Ouais. ouais, je pense que là, il y a déjà pas mal de choses à préparer. On conclut donc sur cette partie. On a parlé de pas mal de choses sur le syndrome de l'imposteur et les peurs pour le libéral. Et on va faire, écho à tout ça dans la rubrique suivante, le SAV du diète. Donc toutes les semaines, non, tous les 15 jours du coup, on prend une question que vous nous avez posée, on essaye d'y répondre. Et celle d'aujourd'hui, elle fait un peu écho à ce qu'on a discuté, c'est combien de temps vous avez mis pour vivre du libéral? Garance, je te laisse répondre. Ouais, en plus, moi, c'est une question complexe parce que j'ai vraiment été en activité mixte pendant peut-être 1 an. Ouais, pendant 1 an, j'étais en activité mixte. Donc Flo, à cette question, tu penses que j'y réponds en disant, en disant, libéral seul ou libéral mixte? Qu'est-ce que tu en penses? Mmh, parle des 2. Parle des 2 parce que, en fait, c'est en augmentant ton libéral, mixte que tu as pu vivre de ton libéral. C'est Si vrai. si je réponds à ta place, par exemple, tu feras pareil pour moi, du coup. Si je réponds à ta place, moi, en ayant vu Garance évoluer, c'est qu'elle était, au début, elle était à 100 en salariat, puis elle est passée à 80-60 progressivement. Mais en fait, c'est parce qu'elle vivait de son libéral qu'elle a pu se libérer du temps et c'est en se libérant du temps du salariat qu'elle a commencé à vivre du libéral. Donc en fait, la question c'est, est-ce que tu sais combien de temps tu as mis entre le début de ton libéral et de quitter ton salariat? En gros, le début de ton libéral et passage à temps plein. 1 an. Voilà, bah, en gros, je pense que tu as la réponse. Tu as dû mettre 1 an pour, t'installer, en libéral à temps plein, encore une fois. Hem, Garance aussi, tu étais en collaboration, ce qui Oui. t'a accéléré un peu les choses, je pense aussi. Qu'est-ce que tu peux dire de cette expérience de collab? Tout à fait, parce que si je réponds à la question en termes d'indépendance financière, j'aurais pu quitter mon poste de CDI avant. Juste, c'est ce qu'on disait au début du podcast, j'avais peur. Donc en réalité, je pense que, la collaboration, moi, c'est ce qui m'a vraiment aidée, juste financièrement parce qu'avec un jour de collaboration, clairement, je pense que j'aurais pu quitter mon CDI et m'installer à côté. Et ça m'est arrivé en juillet, donc au bout de 6 mois. Donc franchement, je pense que j'ai un parcours un peu différent d'autres diététiciens parce que, j'ai réussi à en vivre, quand même
très, très rapidement. Je dirais dans les 6 mois, si j'avais pas eu de CDI, j'aurais pu en vivre déjà très aisément. Ouais, je pense que Garance, tu allé un peu plus vite que la moyenne, je pense. Et Ouais, parce que, ça va faire très prétentieux ce que je vais dire, mais vas-y. calmons-nous. Disons que quand tu as commencé, j'étais avec, Vanessa, ta collaboratrice et moi, on t'a donné pas mal de choses aussi qui t'ont fait gagner du temps, je pense et Largement. qui t'ont fait accélérer. Mais ouais, je pense qu'en une bonne année, c'est ce que tu as fait pour bien en vivre derrière, quoi. Ouais, c'est Moi, ça a ça. Et été, toi, c'était m c'était comment, Flo? moi, ça a été un peu plus tumultueux quand même. Ça a pris Plus rapide. ça a pris des millénaires. Hem, non, moi, en fait, bah, j'ai commencé en 2018-2019 avec un cabinet qui était pas à moi, donc je me greffais sur des créneaux, quoi. Hem Et est arrivé et du coup, à ce moment-là, où j'étais dans un cabinet pas à moi, c'était un peu instable. C'est là où j'ai pris un mi-temps en, prestation de santé. Ah oui. Hem Et je suis passé à temps plein, heu, enfin, surtout ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le covid et ça a été un peu galère parce que le covid est arrivé en mars 2020 Ouais. et moi, ça faisait, 7-8 mois que je m'étais lancé, où je commençais à avoir des consultations, on commençait à y avoir une récurrence, je commençais à me sortir un salaire, donc c'était cool. Et le Covid a mis pour moi beaucoup, beaucoup de trucs en difficulté parce que là maintenant on le sait qu'il y avait 3 mois de confinement, mais au début c'était vous êtes confiné pendant 15 jours. Donc les patients, c'était soit vous faites une téléconsultation maintenant, soit on repousse en 15 jours. Moi, il n'y a pas d'urgence, on est que diète, Mmh mh. donc il n'y a pas d'urgence, donc on repousse en 15 jours. Mais ça a repoussé dans 15 jours, puis 15 jours. Donc au final, moi je pense que j'ai passé 3 mois à blanc qui m'ont mis vraiment un peu dans la difficulté. Ça m'a créé des dettes, ça m'a ouais, ça a été compliqué autant en pro qu'en perso. Donc il a fallu sortir de cette situation, sachant que j'avais pris mon propre cabinet en décembre 2019. Donc Ah en oui, gros, c'est décembre 2019, je sais que j'ai fait un prêt pour le cabinet. J'ai investi justement pour que ça se passe bien et Covid, du coup, tout a été un peu compliqué, quoi. Et du coup, j'ai investi à ce moment-là et l'année 2019-2020 jusqu'à 2021, jusqu'en mars 2021, je cumulais le libéral et le prestation de santé. Burnout, histoire de je lâche la prestation de santé parce que pour moi, c'était trop compliqué, la gestion des décès des patients et tout ça, pour moi, c'était émotionnellement trop dur, quoi. Et je pense que du coup, c'est à partir de mars 2021 où je suis passé en temps plein et j'ai dû vraiment en étant en temps plein et on va dire sortir un SMIC, je pense que ça a pris un début 2023, donc je dirais 1 an et demi. ouais. 1 an et demi et moi c'est vraiment depuis janvier 2023 où je pense que je vis décemment du libéral, et de plus en plus décemment parce que, on a la chance avec Garance d'avoir des cabinets complets, on a l'académie et cetera donc on ça nous permet de bien vivre, quoi. Et du Mais coup, ouais, tu dirais en tout et pour tout 4 3, ans, 3-4 4 ans? 3-4 ans Mmh. et je pense que j'aurais mis une année de moins s'il y avait pas eu le covid. Mmh. Donc en fait, c'est un peu la règle qu'on nous apprend. Enfin, moi, je sais que quand on était au BTS ou en licence, on m'avait dit: «Le libéral, c'est 3 ans, quoi, plus ou Ouais, moins, pour en 3 vivre». ans, après j'ai peut-être pas fait les bons choix aussi, sur ces 3 années qui ont fait que, hein. Je sais que j'avais beaucoup de charges et tout ça, donc c'est ça aussi qui faisait que j'avais beaucoup plus de charges que, ce que je faisais, enfin j'avais plus de 50 de charges, quoi et aussi ce qui m'a bien aidé quand je suis passé en 2023, c'est que j'ai changé de statut juridique. Je suis passé en déclaration contrôlée et du coup, j'ai eu beaucoup enfin mes charges étaient déduites, donc j'ai eu beaucoup moins de charges, de cotisations sociales, avec l'Urssaf et tout ça et ça m'a libéré vraiment pas mal sur mon salaire net au final. Mmh. Ça, faudrait Hem, qu'on fasse un podcast sur ça d'ailleurs, je me dis également. ouais, Les statuts. complètement. Ça peut être un truc. Bon, il faudra que je me replonge un peu dans toutes les spécificités, mais ouais, complètement. Donc voilà. Donc en gros, moi, je pense que ça a mis 3-4 ans et là, petite parenthèse, c'est pas on n'est pas des références, hein. Garance, elle a mis 1 an, moi, j'en ai mis 4 ans. Le nombre de diètes qui se lancent et qui n'y arrivent pas, il est énorme. Donc il y en a qui se lancent et qui, échouent. Il y en a qui le font en 1 an, il y en a qui le font en 4 ans, il y en a qui le font en 10 ans. Ça, Oui, ça c'est très dépend de variable. où vous êtes, ça dépend de vos niches, ça dépend de tout. Enfin, là, c'est 2 expériences isolées, il y en a certains qui mettent beaucoup moins, beaucoup plus. Ça, c'est vraiment vraiment un peu, dépendant de où vous êtes, de ce que vous faites, il y a plein de choses, hein. Mmh. Ouais, Donc carrément. voilà, pour la petite histoire. Yes et ben, écoute, du coup, c'est pas mal. Déjà, ça fait 2 expériences et vous, hésitez pas à nous dire aussi ou en commentaire, des podcasts, comment ça s'est passé pour vous, combien de temps Mmh. et cetera. Je trouve que c'est toujours bien de discuter aussi sur tout ça.
Ouais, bien sûr, ça on peut partager autour, il y a pas de souci. On va terminer avec nos 2 recommandations. Garance, je te laisse commencer. Oui, du coup, bah, on en a pas mal parlé aujourd'hui, donc ça conclut très bien, le podcast. C'est, les formations du CFDC, donc de Florian Seffert. Moi, à titre personnel, j'avais fait, celle sur l'acte, pendant le confinement d'ailleurs et c'était Mmh. avant mon ancien libéral et ça m'a extrêmement aidée pour la suite, pour avoir des outils, et me sentir plus à l'aise dans mes consultations. Sinon, je pense que je me serais sentie beaucoup moins à l'aise. Donc voilà, ma recommandation, ce sont les formations de Florian Seffert. Et toi, Flo? OK. Moi, je vais vous conseiller une, coach Instagram. Hem, alors ça va être pour les diètes du coup qui ont, à cœur de, mettre Instagram dans leur pratique. Il y a aucune obligation à le faire d'ailleurs. Ça, c'est vrai que parfois c'est quand on en parle, on a l'impression que c'est obligé aujourd'hui d'avoir un compte Instagram, quoi. Mais c'est le compte de, Nina, une coach Instagram. Son arrobase, c'est callmevoyou et je trouve qu'en fait, elle est hyper good vibes, elle est hyper positive, très posée et tout. C'est hyper cool à écouter. Elle est de très bons conseils. Elle a un podcast aussi qui s'appelle Coupé au montage et qui donne beaucoup de conseils sur créer du contenu, comment le faire, et cetera. Sur l'authenticité, enfin, il y a plein de sujets. Donc ouais, je vous conseille son compte Instagram Call Me Voyou et son podcast qui s'appelle Coupé au montage. Si vous aimez bien créer du contenu, si, vous voulez le faire aussi de manière professionnelle, c'est-à-dire que Instagram, il y a beaucoup d'algorithmes, il y a ce qui marche pas, il y a des formats et cetera. Mmh Elle mh. donne beaucoup de tips là-dessus. Des tutos pour faire du montage et cetera, elle donne des conseils sur le matériel à avoir. Enfin voilà, c'est vraiment très chouette donc ouais, moi je resterai sur elle pour aujourd'hui. Trop bien, bah, merci Flo. Avec plaisir. On a terminé pour cet épisode d'Entre Diètes. Tu passé un bon moment, Garance? C'était chouette? Super, bah, tu sais, j'adore discuter de ça. De toute façon, on en discute tout le Mmh. temps, donc c'est pareil, Oui, hein. c'est ça. Le podcast, c'est ni plus ni moins que les discussions qu'on a avec Garance en perso au final. C'est rien de plus, hein. Parfait. Du coup, pour terminer, hésite pas à laisser une très bonne note à ce podcast. Hésite pas à le conseiller, à partager. Tu peux faire, tout ce que tu veux, mais, fais-le rayonner. Tu peux nous suivre sur Instagram aussi, à Garance et moi-même, @GaranceDiète pour Garance, qu'est-ce qu'on bouffe pour moi-même. N'hésitez pas à suivre le compte de l'académie, Académie de Nutrition. Et aussi aller sur le site de l'académie, à explorer le catalogue. On fait plein de formations. Là, on est sur des formations de 2 heures pour le moment. On a plein de sujets, endométriose, SOPK, on a la thyroïde, enfin, il y a plein de choses. Il y a aussi des cas patients, tu peux retrouver plein de choses. Là, on est en train de préparer aussi pour 2026 des formations plus longues à la journée sur des sujets. Donc, on vous prépare plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas, l'académie, Garance sur Instagram et moi-même sur Instagram. Et on se retrouve du coup dans 15 jours pour l'épisode 3, épisode justement qui portera sur comment trouver sa niche, ou ses niches du coup, après ce qu'on a dit, Niche, ouais, et un peu faire part de notre expérience et en parler un peu plus profondément. carrément Voilà. et hésitez pas à nous poser, vos questions pour le SAV du diète, pour la fois prochaine en commentaire. À nous donner vos retours aussi Mmh sur le mh. podcast et sur ce qu'on a discuté, hein, faire partager un peu vos discussions. Voilà, vous pouvez nous retrouver en plus sur tout, sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer, vous pouvez nous écouter de partout. Vous avez aussi le podcast vidéo sur YouTube. Voilà, vous avez plein de choses à disposition et aussi, ça c'est vrai qu'on l'avait pas mis en place, depuis, mais n'hésitez pas à suivre le compte Entre Diètes Et oui, sur, Instagram surtout, on l'a pas dit. surtout. Entre Diètes, le compte Instagram du podcast où on mettra aussi un peu des extraits vidéos et cetera de tout ce qu'on fait. Voilà. On vous souhaite une bonne, matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end en fonction de quand vous nous écoutez et on se retrouve dans 15 jours. À bientôt. À bientôt.